Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les maladies infectieuses, vous connaissez ces maladies qui sont liées à des petits êtres vivants, des micro-organismes qui pénètrent dans notre corps et qui nous agressent. Vous avez certainement déjà souffert d'une maladie infectieuse. Ça concerne absolument tout le monde. Alors le plus souvent, c'est sans gravité. Mais c'est assez gênant avec de la fièvre, de la fatigue, de la toux ou encore des désordres digestifs qui disparaissent en quelques jours. Mais cette fréquente bénignité fait oublier la gravité de certaines infections. Il faut savoir qu'en France, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes, y compris des enfants, y compris des adultes jeunes, décèdent de maladies infectieuses. Alors dans cette émission, nous verrons, preuve à l'appui, les méthodes efficaces pour nous protéger nous-mêmes, pour protéger nos proches, enfin pour protéger tout le monde, toute la population. Ce sera avec Stéphane Mouly que j'accueille. Bonjour Stéphane. Bonjour Boris. Nous verrons quels sont les bénéfices mais aussi les conséquences potentiellement dangereuses des antibiotiques. On recevra pour cela le docteur Anne-Lise Munier, qui est médecin infectiologue. Enfin, Flore Baronnet va nous rejoindre. Elle nous donnera les conseils pratiques utiles pour gagner contre les microbes. Bonjour, bonjour Flore, asseyez-vous. Les infections, ça concerne tout le monde et chacun a un avis sur la question. Regardez. Pour moi, les infections, j'y prête pas vraiment attention parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout se soigne en fait. Je suis pas trop pour les vaccins. Je crois qu'à force de se faire vacciner, on crée des bactéries qui sont encore plus agressives. Y a-t-il des aliments qui protègent contre les infections? Plus on se protège et on aseptise notre environnement, plus on affaiblit notre système immunitaire. Et il n'y a jamais eu autant d'allergies aujourd'hui. Finalement, trop de protection, c'est peut-être là le problème. Pour éviter les infections, ce qu'il faut faire, c'est manger de la viande rouge. Ça renforce les défenses humanitaires. Humanitaire, Flore, vous confirmez? L'humanité, je ne sais pas, mais les défenses immunitaires, en tout cas, gagneraient à être parfois un peu renforcées. Alors Stéphane, quand on est attaqué, quand on subit une infection, on est attaqué par différents types de micro-organismes. À quoi ils ressemblent, ces micro-organismes? Eh bien Boris, je vous propose qu'on se rende à l'écran qui est juste derrière nous pour prendre les 4 exemples de micro-organismes qui peuvent s'attaquer à l'être humain et qui peuvent provoquer des infections, en commençant par le plus fréquent, le plus connu, les bactéries. Alors on a pris un exemple de pneumocoque, bactérie responsable de la pneumonie, dont certaines pneumonies à pneumocoque sont mortelles, le méningocoque, qui est l'organisme responsable de la méningite, qui fait peur à tout le monde. Qui atteint le cerveau et les méninges. Qui atteint le cerveau et les méninges, absolument. Et puis on a également les virus, la rougeole, la rubéole, les oreillons, la varicelle. Voilà une série d'exemples de virus, le VIH. Les parasites, le paludisme, la toxoplasmose des femmes enceintes, les poux. Voilà un exemple de poux. Et puis enfin, les champignons. Et voilà une magnifique image de pieds d'athlète. On ne va pas rester trop longtemps devant elle. Non, non, mais voilà les 4 micro-organismes qui peuvent s'attaquer à l'être humain et stimuler ou nécessiter que notre système immunitaire réagisse. Alors ces petits êtres vivants, on les rencontre partout et pourtant on n'est pas tous malades en permanence. Et heureusement Boris, c'est notre système immunitaire. Et pas humanitaire. Et pas humanitaire, spécifique, c'est-à-dire les anticorps et certaines cellules, non spécifiques, c'est-à-dire les globules blancs, qui nous protègent de ces infections. Mais malgré tout, ce système immunitaire n'est pas à 100% efficace. Donc vous voulez dire qu'il y a des situations, vous allez peut-être dire lesquelles, dans lesquelles on ne peut pas lutter contre les infections grâce au système immunitaire. Alors oui, il y a des situations comme ce qu'on appelle communément l'immunodépression, le malade greffé, le malade ayant une leucémie, le malade ayant une chimiothérapie, le patient séropositif, sont autant d'exemples où le système immunitaire ne fonctionne pas suffisamment. Mais il faut savoir une chose, c'est que même chez le patient sain, le système immunitaire peut ne pas être suffisamment efficace alors qu'il est en très bon état pour lutter contre certaines infections. Sinon, ça serait trop facile. Alors donc, ce système immunitaire, on l'a compris, il n'est pas fiable à 100%. Il y a néanmoins des méthodes pour éviter les infections. Et ça, on va voir qu'est-ce qui est démontré et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, on peut effectivement prévenir tout type d'infection par différentes méthodes. Prévenir les infections, c'est empêcher de les contracter. Empêcher que le micro-organisme, tel que ceux qu'on a vus dans nos petits exemples, n'intègre... En fait, on fait une barrière pour lui dire « tu n'entres pas chez moi ». Exactement. Et cette barrière, elle est assez simple.
les masques, les solutions Les hydroalcooliques. masques, on en a amené ici. Voilà. Solution hydroalcoolique. Solutions hydroalcooliques avec le lavage des mains, les préservatifs, beaucoup de campagnes sur les préservatifs. Tout à l'heure, on vous montrera comment on utilise les solutions, préservatif. non, les solutions hydroalcooliques avec une cadre hygiéniste qui va nous montrer exactement comment il faut faire. Ça, et vous verrez que c'est simple, mais qu'il faut savoir le faire quand même. Hein. Oui, oui, oui. Vous avez les moustiquaires. On reparlera peut-être et on montrera un exemple de moustiquaire contre le paludisme. Et puis vous avez aussi le dépistage, c'est-à-dire rechercher la présence de bactéries potentiellement ou de virus potentiellement contagieux pour du coup prévenir cette contagiosité. Ça, ce sont Alors les premières méthodes. on sait que ça a des limites et Bien que même sûr. si on veut une barrière, il y en a quand même qui vont pénétrer dans notre organisme et nous infecter. Bien sûr, et je vais reprendre deux des exemples qu'on vient de citer. Le paludisme, la moustiquaire ne prévient pas l'infection par le paludisme, en tout cas toutes les infections par le paludisme, si bien qu'on utilise un deuxième moyen qui est le traitement, ce qu'on appelle la prophylaxie. Donner un médicament avant de contracter le paludisme. Et par exemple, effectivement, les personnes qui vont dans des pays zones étrangers. où il y a potentiellement un risque d'infection par le paludisme, on doit prendre un traitement Oui. avant et pendant le voyage. Ce qu'on appelle des zones impaludées, des zones à risque. Un traitement le premier jour de son voyage et le finir quelques jours après son retour. Alors il y a quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, c'est la PrEP. Oui, alors la PrEP, qui est en fait la contraction de prophylaxie pré-exposition dans les infections sexuellement transmissibles et notamment le VIH. Vous savez qu'on a beaucoup de mal avec la culture du préservatif parce que la culture est très hétérogène à ce sujet, les gels spermicides, etc. Donc aujourd'hui, on a validé la prise d'un traitement antirétroviral chez des personnes qui ne sont pas infectées, mais qui ont des rapports sexuels potentiellement à risque. Donc Le on peut problème- mettre les protections mécaniques de côté et prendre un traitement médicamenteux quand on s'expose au risque d'être contaminé par le VIH. Et non, justement, cher Boris. Et ça a été démontré dans une publication qui est extrêmement récente du mois dernier, qui montre que malheureusement, la PrEP, c'est très bien pour le VIH, mais du coup, tout le monde se découvre, si vous me permettez l'expression, et on voit, parallèlement à un meilleur contrôle de la transmission du VIH, une recrudescence de toutes les maladies sexuellement transmissibles qui ne sont pas le VIH, mais dont la fréquence est en train d'augmenter parce qu'à cause de la PrEP, les gens ne se protègent plus mécaniquement. Donc c'est la PrEP plus la protection mécanique et il faut peut-être insister sur ce message, ce qui n'est pas forcément fait suffisamment, selon vous en tout cas. Absolument. Alors là on a parlé des méthodes qui consistent à empêcher l'entrée du micro-organisme à l'intérieur de notre corps ou de bloquer dès qu'il entre. Est-ce qu'on ne peut pas plus simplement, plus efficacement booster les défenses immunitaires? Alors oui, là vous dites, on booste les défenses immunitaires, c'est-à-dire on n'empêche pas le micro-organisme de rentrer dans le corps humain, mais on aide le corps humain à se défendre avant que le micro-organisme ne devienne infectant. Eh bien Boris, Il faut c'est le manger des principe. choses? Non, c'est non, justement. Il y a quelqu'un qui proposait, qui demandait est-ce que par l'alimentation on peut booster le système immunitaire? Je ne sais pas, du citron, de l'orange, du pamplemousse. Non, j'ai bien acide, entendu. ça doit- J'ai bien entendu toutes les idées reçues et c'est pas parce qu'on mange acide qu'on va brûler les bactéries. Ce dont on vient de parler, c'est le principe même de la vaccination. Ça, c'est un vaccin. Que contient ce vaccin? C'est un vaccin antigrippal. Le vaccin antigrippal de dernière génération, qui est une toute petite solution de quelques millilitres à peine, qui contient 4 types de virus de la grippe, bien sûr inactivés, totalement inoffensifs, mais qui sont des structures protéiques, des structures de protéines qui vont stimuler notre système immunitaire et nous protéger contre l'infection grippale. Alors ces vaccins, ils permettent de nous protéger nous-mêmes et on entend dire que ça permet de protéger également ceux qui nous entourent et donc d'éviter des épidémies. C'est pour ça que c'est obligatoire de se faire vacciner? Alors, tous les vaccins ne sont pas obligatoires. On a ce qu'on appelle, et ce qui a été très très médiatisé ces dernières années, le calendrier vaccinal, avec les 11 vaccins obligatoires dès la petite enfance, mais tous les vaccins ne sont pas obligatoires. Simplement, vous avez tout à fait raison, non seulement certains vaccins évitent les épidémies, certains vaccins, comme la rougeole, on va y revenir, protègent de la transmission du virus
à l'entourage. Il y a des vaccins qui ont permis, je pense à la variole, qui a permis d'éradiquer la maladie. Le vaccin antivariolique a éradiqué la variole. Le vaccin contre la polio, qui est indiqué dès les premiers mois de vie, est en train d'éradiquer la polio. Mais vous voyez que la politique vaccinale n'est pas une politique de court terme. C'est une politique qui doit être de long terme, puisque ça fait 50 ans que le vaccin de la polio existe et on n'a pas encore réussi à éradiquer la polio, Boris. Alors il faut parler d'une autre infection virale, la rougeole, une maladie qui, pour la plupart d'entre nous, est considérée comme bénigne, mais qui peut être extrêmement grave. Alors grâce à la vaccination, depuis une trentaine d'années, le nombre de cas a beaucoup diminué, mais on constate qu'il augmente à nouveau en raison probablement d'une couverture vaccinale insuffisante. Regardez le témoignage de Jean-Baptiste, il a un message très important à nous passer. Je m'appelle Jean-Baptiste Boisseau et à 24 ans, en 2010, j'ai attrapé la rougeole parce que je n'étais pas vacciné. J'ai eu donc des complications, c'est-à-dire j'ai eu une pneumopathie et une méningoencéphalite qui ont fait qu'en sortant du coma 3 semaines après, j'ai eu de lourdes séquelles. C'est-à-dire que j'avais perdu l'usage total de mes jambes et enfin, en gros à partir du bassin jusqu'aux pieds, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Heureusement aujourd'hui ça va mieux, mais il a fallu 6 ans de rééducation et énormément d'efforts pour pouvoir arriver à avoir une vie à peu près normale. Alors Stéphane, on entend des personnes qui sont hostiles à la vaccination, des mouvements anti-vaccination. Quand on entend ça, qu'est-ce qu'on peut répondre? Le témoignage est saisissant et ce qu'on peut répondre d'abord, c'est « je ne comprends pas les personnes hostiles à la vaccination ». Vous prenez l'exemple de la rougeole, c'est très simple. La rougeole est un virus de la famille des virus très proches de celui de la grippe, qui est particulièrement contagieux. On sait qu'une vaccination contre la rougeole très précoce, avant 1 an et peut-être même dès 6 mois d'après des études récemment publiées, peut prévenir à plus de 90% la transmission, la maladie, rougeole, ses complications potentielles et la transmission du virus. C'est un virus extrêmement contagieux. La preuve, pour les personnes vaccinées tardivement, voire non vaccinées, l'immunité est moins certaine et le meilleur exemple, et ça va sûrement parler à nos téléspectateurs, ce sont les Coupes du Monde de football. 2002, 2006, 2010. Épidémie de rougeole à chaque Coupe du Monde au sein des sportifs de haut niveau qui ont une proximité sur le terrain, dans les vestiaires, dans les conférences de presse, etc. Tsunami de 2004, les conditions d'hygiène déplorables, la proximité, la promiscuité, les milliers de gens concernés par ce tsunami, épidémie avec 100 cas de rougeole en moins de 3 semaines. Venez, on va voir ensemble ce que peut occasionner une infection. Combien de personnes peuvent être contaminées à partir d'une personne atteinte? Une grippe, 3 personnes potentiellement atteintes dans l'entourage proche. Les oreillons, 4 à 7 personnes. La rougeole, la coqueluche d'abord, 15 à 17 personnes. Ça veut dire que si vous êtes contaminé par la coqueluche, vous risquez... Vous pouvez contaminer 15 à 17 personnes, idem avec la rougeole. Voilà. Donc, un virus extrêmement contagieux. Voilà pourquoi l'Organisation mondiale de la santé insiste pour que la vaccination soit vraiment généralisée. Et on estime, regardez, que la vaccination permet d'éviter de 2 à 3 millions de décès par an dans le monde. Oui. Je crois que ce chiffre-là se passe de commentaires. Absolument. Alors, il y a d'autres vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandés, notamment quand on voyage. Alors, ça, c'est tout le paradoxe et les idées reçues. On a des commandos anti-vaccins, je les appelle comme ça, mais aucun problème pour convaincre les gens qui partent en vacances à l'étranger de se faire vacciner contre la fièvre jaune, contre les méningites. Et comment vous l'expliquez? Parce que quand on part en vacances, on est tellement euphorique de partir qu'on est prêt à tout. À la limite, voilà, fièvre jaune. En tout cas, je n'ai pas d'explication, sinon de dire que peut-être que le fait de ces voyages à l'étranger dans des pays tropicaux et exotiques fait oublier tous les effets secondaires potentiels rares et dans la grande majorité des cas extrêmement bénins liés à la vaccination. Alors on a compris que... preuve scientifique à l'appui, il faut se faire vacciner.
même si on a du mal encore à convaincre les vaccino-sceptiques, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle. Je vous propose un challenge, Stéphane. Vous n'avez pas que je relève. Mais vous le relevez, sans savoir ce que c'est. Non. Si. Vous allez nous donner quelques arguments scientifiquement établis pour terminer, pour convaincre les sceptiques à se faire vacciner. Mais je vous donne exactement 30 secondes pour le faire. C'est possible? C'est possible. Alors vous regardez la caméra. Ça dépend. Et on vous écoute. Ça dépend de quel vaccin il s'agit, mais je vais relever le défi. C'est parti. Eh bien c'est parti, on va parler de la grippe, puisqu'on est dans l'épidémie de grippe. Se vacciner réduit d'au moins 70% le risque de contracter une grippe. Se vacciner permet de protéger tout l'entourage pendant une durée de 10 jours qui correspond au délai d'incubation de la grippe. Les complications liées à la vaccination antigrippale, les complications graves, sont extrêmement rares, moins de 1 pour 10 000 cas pour 10 000 personnes vaccinées. Les complications bénignes cèdent systématiquement en 48 heures et concernent moins de 5% des patients, alors que les complications de la grippe elle-même est mortelle. Vous avez dépassé le compteur. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez passé le message, je pense qu'il fallait passer. C'était le plus important. Et c'était le plus important. Merci beaucoup Stéphane d'avoir Merci à vous, été avec nous. Nous avons vu comment nous prémunir contre les infections, données scientifiques à l'appui. Mais quand on est infecté, il faut se traiter. Et une question se pose très concrètement. Est-ce qu'il faut nous mettre sous antibio? Vous savez, les antibiotiques, ces médicaments qu'on prend assez facilement dès qu'on a un rhume. Dès qu'on a mal à la gorge, eh bien on va voir que la réponse, elle n'est pas évidente. On en parle tout de suite avec le docteur Anne-Lise Munier. C'est l'invité de cette émission. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Alors vous êtes médecin infectiologue à Paris, à l'hôpital Lariboisière. Alors, ces infections qui nécessitent de prendre des antibiotiques, on ne sait plus trop dans quel cas c'est vrai, dans quel cas il ne faut pas prendre d'antibiotiques. Et il y a un phénomène qui apparaît aujourd'hui, c'est ce phénomène de résistance aux antibiotiques, d'antibiorésistance. C'est quoi exactement ? Alors oui, tout à fait. Comme vous l'avez bien expliqué jusque-là, les bactéries sont des micro-organismes vivants. Et donc elles ont la capacité de se défendre contre nos armes, c'est-à-dire les antibiotiques. Donc en pratique, une bactérie qui est devenue résistante aux antibiotiques, c'est une bactérie qui a sélectionné dans ses gènes ou qui a acquis à partir des gènes des autres bactéries une résistance. C'est-à-dire que l'antibiotique n'est plus efficace sur cette bactérie. Plus actif sur cette bactérie. Alors un exemple, on peut être atteint d'une infection urinaire, d'une angine et ne plus avoir de sensibilité à l'antibiotique, c'est-à-dire l'antibiotique n'est plus efficace ? C'est ça, exactement. L'antibiotique ne va plus être efficace sur la bactérie que l'on veut traiter. Donc on comprend bien que nous allons avoir beaucoup plus de difficultés à soigner le patient. Donc là, on sait qu'en 2015, les bactéries résistantes en Europe ont été responsables de 33 000 décès, ce qui est quand même conséquent. Et il y a des estimations qui ont été faites. Si on continue comme ça, si on continue à utiliser autant d'antibiotiques, en 2050, on estime qu'environ 10 millions de personnes tous les ans décéderont à cause d'une infection. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une nouvelle maladie qui émerge et qui est plus grave, qui tue plus que les maladies chroniques dont on entend tous les jours. Voilà, ce n'est pas vraiment une nouvelle maladie, c'est des maladies qui existent déjà, mais qu'on va avoir de plus en plus de mal à soigner. Alors vous nous avez dit que ces bactéries vont acquérir une résistance et après elles vont se développer. Et on va voir en images, venez avec moi, pourquoi ces bactéries se développent plus que les bactéries qui sont sensibles. Après tout, parce que c'est un phénomène que vous appelez la sélection, phénomène de sélection. La sélection de résistance. Alors, déjà pour faire un petit rappel pour bien comprendre, là on parle depuis le début de l'émission des bactéries, ce qu'on appelle pathogènes, c'est-à-dire qui donnent des maladies, et on en oublie un petit peu que nous sommes tous porteurs de bactéries avec lesquelles on vit très bien. C'est les bleus, et en rouge, c'est la bactérie qui est potentiellement... Voilà. Alors, les bactéries qu'on porte, on les connaît bien, c'est la flore intestinale par exemple. On vit en harmonie avec ces bactéries.
Comme elles sont très très nombreuses, il y en a des milliards dans le tube digestif, au sein de toutes ces milliards de bactéries, il y en a quelques-unes qui sont déjà naturellement résistantes Donc ça, c'est la rouge. aux antibiotiques. C'est la bactérie rouge. C'est la rouge, exactement. Donc quand on prend un antibiotique, on va détruire toutes les bactéries responsables de l'infection, hein, c'est le but du traitement. Toutes les bactéries bleues qui sont sensibles vont disparaître. Celles du foyer infectieux, mais on va aussi détruire les bactéries de notre tube digestif et de nos autres flores. Et donc tout ça va laisser la place aux bactéries déjà résistantes qui vont avoir du coup la place de se développer. Donc parce que la nature a horreur du vide. Exactement. Et donc elle se développe dans, toute la place qui leur reste. Je vais vous montrer quelque chose, un slogan. Il est juste ou pas? Il est juste? Non, il est faux. Ce n'est pas automatique. Voilà l'infectiologue hein, qui nous confirme la justesse. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Est-ce que ça a été efficace, ce slogan? Alors, cette campagne avait été très efficace puisqu'elle avait été largement relayée dans la presse, auprès du grand public, auprès des professionnels de santé. Donc, suite à cette campagne, effectivement, il y avait une diminution importante du nombre de prescriptions d'antibiotiques, du nombre de prescriptions inutiles d'antibiotiques. Alors, d'une part, c'est les utiliser moins, donc les réserver pour les situations où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire les infections bactériennes. Donc très concrètement, ne pas donner d'antibiotiques dans les infections virales qui vont guérir toutes seules, ne pas donner d'antibiotiques dans certaines infections bactériennes bénignes qui ne nécessitent pas de traitement, et les réserver au cas où c'est vraiment nécessaire. Donc d'où le sens de cette campagne qui avait eu il y a quelques années en France et d'autres qui doivent se faire, qui poussait à rationaliser l'utilisation des antibiotiques. C'est pas parce qu'on a une angine, qu'on a mal à la gorge, qu'on a un rhume, qu'il faut consommer les antibiotiques. Non seulement, on vient de le dire, c'est pas efficace, mais en plus, on va faire émerger des bactéries résistantes, avec pour soi un risque de ne pas pouvoir être traité lorsqu'on aura une infection plus sérieuse, et puis un risque pour l'environnement, parce que les bactéries résistantes qu'on aura sélectionnées, elles vont se disséminer à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Alors, d'autres mesures à prendre pour lutter contre le problème des bactéries résistantes, est-ce qu'il y en a? Il y a la vaccination, est-ce qu'il y a des mesures d'hygiène au quotidien qui peuvent être utiles? Alors oui, la vaccination va permettre d'éviter un nombre d'infections. Et c'est viral? Ou bactérien, mais... Bactérien ou viral. Il y a des vaccins contre certaines bactéries, c'est le cas du pneumocoque, qui fait maintenant partie des vaccins obligatoires chez l'enfant. Mais il y a aussi les vaccins contre certains virus, dont la grippe. Alors, quel rapport entre un vaccin contre la grippe et une lutte contre les bactéries? On lutte contre un virus, pas contre une bactérie, là. Absolument. C'est vrai que le vaccin contre la grippe va protéger contre la grippe, mais une des principales complications de la grippe, justement, c'est la surinfection bactérienne qui, elle-même, va être responsable des complications, de la consommation d'antibiotiques. Donc, la vaccination permet d'éviter ces conséquences-là. Merci beaucoup Alice Munier de nous avoir éclairé sur tous ces aspects. Donc on voit que la vaccination est une mesure qui permet de lutter contre les infections et notamment les infections résistantes aux antibiotiques. Également des mesures d'hygiène au quotidien, ça paraît évident, il faut encore le rappeler, ce sont des mesures qui sont essentielles pour lutter contre les bactéries résistantes, mais aussi en général contre les infections. C'est ce dont nous allons parler tout de suite en pratique. Gisèle Benjeloul, bonjour. Installez-vous, vous êtes cadre hygiéniste. Comment vous pouvez nous aider en pratique? Alors, en pratique, ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% des micro-organismes se transmettent par les mains. Donc, on peut avoir un contact direct avec la personne qui est malade, ou un contact indirect par rapport au support contaminé qu'on aurait pu toucher. Donc vous nous dites qu'il faut faire attention en permanence à qui on touche et ce qu'on touche. Flore, ça vous parle? Justement, on vous a espionné en arrivant jusqu'ici. Et comme nous tous finalement, mais on va voir qu'on vit extrêmement dangereusement. Et je pense que vous allez pouvoir nous commenter tout ça. Alors on regarde les images et vous nous commentez là où vous prenez des risques. D'accord. Là, vous avez touché une poignée, n'est-ce pas? Ah, je suis là, ok. Effectivement, j'ai touché une poignée en arrivant. Là, on m'a vu aussi toucher les boutons de l'ascenseur. Et ici, je sors des toilettes. Donc finalement, tous ces gestes sont des endroits que je vais toucher, mais qui ont déjà été touchés précédemment par d'autres personnes. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a éventuellement plusieurs micro-organismes, voire des centaines et des milliers de micro-organismes, puisque beaucoup de personnes ont touché ces endroits. Donc là, on a vu que c'est en touchant des choses tout à fait anodines
qu'on peut contracter, ou en tout cas être contaminé par un virus ou une bactérie. Est-ce qu'il y a d'autres modes de contamination que le toucher? Alors, il existe en réalité 4 modes de contamination. Le premier, c'est donc effectivement ce qu'on vient de dire par le contact. On va se toucher et on va éventuellement s'inoculer les micro-organismes par ce biais-là. Le deuxième mode qu'on peut retrouver, c'est par les gouttelettes. Donc une personne qui est contagieuse, qui par exemple a la grippe, va parler, émettre des postillons, va tousser ou éternuer. Et par ce biais-là, les postillons qui comportent l'agent infectant vont être en contact avec mes muqueuses et je peux m'infecter par ce biais-là. Oui, allez-y. Le troisième mode, c'est par l'air. Donc la personne qui est malade va tousser et émettre dans l'air des micro-organismes que je vais respirer et risquer de m'infecter par ce biais-là. Alors, on ne prend pas conscience de ce qui se passe pendant un éternuement. Je vais vous montrer une image. Venez avec moi. Une image qui a été publiée par une grande revue scientifique. Et vous allez voir d'abord en version rapide ce qui se passe. Regardez, l'éternuement, c'est en version rapide, en fait, c'est ce qui se passe normalement. Exactement. Et là, on va le voir au ralenti. Et on n'a pas conscience de l'importance du nuage qui peut être provoqué par un simple éternuement. Exactement. On va émettre dans l'air des milliers de particules qui vont très vite aller se projeter sur la personne qui est en face. Et donc on peut être contaminé directement par ces particules, parce qu'on passe dans la rue à côté de quelqu'un qui éternue et qui va donc nous contaminer. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on est en permanence confronté à des situations à risque, puisqu'on vient de le dire, on touche l'ascenseur, on ouvre la poignée, on ouvre la porte, on passe dans la rue où quelqu'un nous éternue. Est-ce qu'il faut suivre l'exemple japonais? Vous savez, on a ces images où la population met très facilement un masque dans les lieux publics. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le principal mode, c'est par le contact avec les mains. Donc, la première chose à faire, c'est principalement le lavage des mains. Ensuite, si on parle de la grippe, effectivement, si on parle de la transmission par gouttelette, effectivement, le masque va nous servir. C'est-à-dire que dès qu'on est malade, il faut installer un tel masque. Exactement. Donc, on va le mettre à l'endroit, comme ça. Ah, moi, j'ai bien l'endroit. Et on va l'appliquer sur nous. Voilà, déplier les plis, appuyer sur la barrette nasale. Et donc ce masque, si je le porte et si je suis contagieuse, il va piéger mes gouttelettes à l'intérieur et je vais donc éviter de transmettre ma pathologie aux autres. Si je m'occupe d'une personne qui est malade, ce masque va me protéger puisqu'il protège mes muqueuses. Alors il y a des campagnes qui sont proposées par le ministère, Flore. Tout à fait. Vous avez trouvé des illustrations qui semblent essentielles à montrer aujourd'hui parce que qui sont diffusées largement pour nous montrer quoi faire effectivement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc on a déjà parlé, enfin on reparlera, mais on a un peu parlé du lavage des mains, mais c'est surtout qu'effectivement, quand on tousse ou quand on se mouche, eh bien manifestement pour éviter de contaminer ses mains qui vont contaminer des objets, finalement il est beaucoup plus prudent de le faire soit sur le cou dans un pli de vêtements, soit éventuellement dans un mouchoir, mais un mouchoir que dans ces cas-là, on va jeter pour éviter de réutiliser un tissu qui va être contaminé et que par définition va nous recontaminer les mains, etc. Alors il y a un petit détail, comme quoi il faut vraiment penser à tout, c'est que si on est amené à porter un bébé ou un jeune enfant, là il n'est pas recommandé d'éternuer dans son avant-bras. Et non, parce qu'effectivement, du coup, là, pour le coup, l'enfant va être très facilement en contact avec la zone qui est contaminée. C'est à peu près le seul cas quand même où quelqu'un va être à proximité de cette zone-là. Ça peut paraître être une manière obsessionnelle de vivre, mais finalement, c'est des réflexes qui peuvent s'intégrer dans la vie quotidienne. À l'hôpital où vous travaillez, vous enseignez aux soignants comment faire au quotidien pour éviter justement la contamination des infections. Est-ce que toutes ces méthodes sont applicables dans la population générale? Est-ce qu'on arrive à éduquer les gens à cela? Alors, on arrive à éduquer les gens, mais par exemple, le masque est encore un élément difficile à mettre en œuvre parce qu'on n'est pas prêt, pas tout à fait prêt culturellement, à avoir un masque dans la société visible de tous en disant je suis contagieux et je vais essayer de ne pas vous transmettre ma pathologie. Mais c'est quelque chose qui est difficile. Donc, les études montrent que les Français sont plus à même de porter le masque à l'intérieur de la famille plutôt qu'à l'extérieur. Donc, voilà, petit à petit, ça vient, mais on n'est pas encore tout à fait exceptionnel dans cette... Alors, encore plus simple que le masque est évident, c'est le lavage des mains. C'est
vous me confirmerez hein, que c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Alors, est-ce que ça peut avoir un intérêt dans la vie quotidienne? Parce que, est-ce qu'il faut pas se laver les mains en permanence? Est-ce que finalement, dire aux gens, lavez-vous les mains, ça suffit? Le problème, c'est qu'effectivement, ça prend du temps. Et puis finalement, un lavage des mains conventionnel, il faut avoir de l'eau et du savon. Et donc avoir accès à un point d'eau. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, en tant que personnel soignant, on a tous, théoriquement dans la poche ou au moins accessibles dans nos services, ces petites solutions hydroalcooliques pour pallier au lavage des mains, à défaut d'avoir de l'eau et du savon donc ça, à classique. l'hôpital, vous le dites, on l'utilise. Est-ce qu'on peut recommander ça à tout le monde pour Bien se sûr. prémunir contre les infections? Bien sûr. En ville, effectivement, lorsqu'on est dans les transports en commun, lorsqu'on sort des transports en commun, on peut très bien utiliser ça. Dès qu'on n'a pas un point d'accès avec du savon proche de nous, on peut parfaitement utiliser les solutions hydroalcooliques qui sont extrêmement efficaces sur tout type de micro-organismes. Alors, je disais tout à l'heure que ça peut paraître simple, dire se laver les mains. Oui, c'est simple, mais il y a quand même des règles à faire. On va faire une expérimentation. Vous allez nous commenter ce que va faire Flore tout de suite. Vous nous avez amené une boîte. Ça s'appelle la boîte à coucou. Oui, c'est ça. Vous allez mettre les mains. Racontez-nous ce que vous Alors, allez on faire. va voir justement, là j'ai pris un peu de solution hydroalcoolique, mais je l'ai fait très rapidement, en à peu près 10 secondes, ce qu'on peut penser parfois suffisant, mais en réalité, il y a effectivement une technique pour Montrez-nous quand ce que même ça donne. les mains soient parfaitement désinfectées, donc on va voir ce que ça donne quand on n'est pas tout à fait parfait. Alors, il faut le temps que le produit... Qu'est-ce que vous voyez ici Alors, sur... ce qu'on observe, c'est que le produit donc, est fluorescent, ce qui veut dire qu'il va y avoir une couleur blanche quand il y a du produit sur la peau. Donc on voit que sur les paumes, il y a beaucoup de produits, mais sur le dos de la main, il y en a très peu. On voit simplement au niveau des espaces interdigitaux. Donc là, Notamment ça cette veut, main. voilà, cette main. Donc là, ça veut vraiment dire que la méthode n'est pas efficace. Donc si elle n'est pas efficace, on a toujours sur les mains les micro-organismes qui peuvent éventuellement nous infecter. Ben, vous savez quoi? Ce qu'on va faire pour nos téléspectateurs, eh bien, on filmera la méthode efficace. Ça dure 30 secondes. Vous pourrez la retrouver sur nos réseaux sociaux pour vous laver les mains en 30 secondes et vous prémunir contre la contamination, contre les infections. Alors, il y a un autre moyen qui est efficace pour se prémunir contre l'infection, c'est le vaccin. Le vaccin contre la rougeole, on en a parlé tout à l'heure, il est disponible en France depuis 1968, il est devenu efficace et obligatoire, pardon, il a toujours été efficace, mais obligatoire depuis 2018. Alors, ces vaccins, il y en a plein, on ne sait plus trop s'y retrouver. Comment on fait aujourd'hui pour savoir si on est vacciné correctement ou si on a vacciné correctement nos proches, notamment nos enfants? Alors effectivement, Stéphane le disait, pour les enfants, le calendrier vaccinal à l'heure actuelle, c'est 11 vaccins obligatoires. Donc c'est quand même un programme relativement chargé. Fort heureusement, d'une part, le calendrier vaccinal est accessible en ligne et on va pouvoir vous le montrer, mais surtout là-dessus, vous allez être aidé par le médecin traitant ou le pédiatre qui vous notera exactement quand est le prochain rappel, etc. On ne vous demande pas de tout lire et d'apprendre ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est parfaitement codifié. Hein. Tout à fait. Et le Ça rôle du répond à médecin, un c'est calendrier très précis. un calendrier très précis qu'on voit ici en petit. Si on va dessus, on va savoir à quel âge il faut faire quel vaccin. Et ça, il faut vraiment faire confiance à votre médecin parce qu'effectivement, le calendrier vaccinal, il est amené à évoluer dans le temps. Et donc, finalement, la personne qui sait le mieux répondre à quel âge, pour un enfant donné, faire les rappels, ça reste votre médecin qui va prendre le carnet de santé et qui va dire le prochain rappel, il doit être à tel moment. Donc, c'est chez l'enfant qu'on doit se faire vacciner en premier lieu? En premier lieu, mais pas que. Il ne faut pas oublier, effectivement, les quelques rappels qui sont nécessaires à l'âge adulte et qui sont importants. En premier lieu, c'est le DTP pour la diphtérie, tétanos, polio, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Et ça, il y a besoin de rappels à l'âge adulte. On doit faire un rappel à l'âge de 25 ans, à l'âge de 45 ans et de 65 ans. Et au-delà, c'est tous les 10 ans. Donc, pas besoin de vous souvenir de ce que vous dit Flore, même si c'est extrêmement intéressant et très bien dit. Mais votre médecin pourra vous dire ce qu'il faut faire. Alors, et pour la grippe? Alors, juste avant la grippe, il y en a quand même un autre qui est important, c'est la coqueluche dont on a dit un tout petit mot tout à l'heure, parce que dans les petites vignettes de Stéphane, on a vu que c'était une maladie très contagieuse. Pour l'adulte, c'est une maladie qui est relativement bénigne, mais le risque, c'est si l'adulte est en contact avec un tout jeune enfant, un nourrisson qui n'est pas encore vacciné, et là, malheureusement, il y a des cas dramatiques. Donc, pour la coqueluche, il est conseillé de faire un rappel à l'âge de 25 ans, et si tant est qu'on ne soit pas vraiment à jour, de vérifier qu'on
qu'on ait une bonne immunité vaccinale lorsqu'on est amené à être en contact avec des tout petits. Je ne pensais pas que je pouvais être contaminé par la coqueluche, mais vous avez bien fait Vous de vous en rendrez pas revenir compte, là-dessus. c'est ça, le Maintenant, pire. je le saurai et j'espère vous aussi. Alors la grippe. Et donc pour la grippe, alors la grippe c'est une vaccination annuelle puisqu'effectivement le vaccin il est fait chaque année avec les 4 souches principales à risque de nous infecter. Donc là pour le coup il faut se revacciner tous les ans, c'est indispensable. C'est conseillé à partir de l'âge de 65 ans ou plutôt si on a des maladies avec une fragilité particulière. Par exemple, une personne diabétique ou qui ont des traitements immunosuppresseurs ou des corticoïdes par exemple. Exactement, ou bien des patients qui ont une fragilité pulmonaire particulière puisqu'effectivement il ne faudrait pas qu'ils se surinfectent au décours de la grippe. C'est aussi recommandé pour tous les personnels soignants pour éviter de contaminer leurs patients en étant eux-mêmes porteurs, notamment pendant la période d'incubation où on n'est pas symptomatique comme ça a été dit tout à l'heure. Donc bon, ça c'est si je reste en France métropolitaine. Si je vais à l'étranger, il y a des précautions supplémentaires à faire. Comment savoir ce qu'il faut faire? Alors c'est vrai qu'il y a des maladies dont la fréquence est beaucoup plus importante dans des pays autres que la France, notamment par exemple l'hépatite A. Et pour ça, je vous conseille le site de l'Institut Pasteur. Par exemple, si je veux aller au Kenya. Très belle destination de vacances. Eh bien, le site de l'Institut Pasteur permet de renseigner la destination. Voilà. Ah, donc il suffit de mettre Kenya Exactement. dans le moteur de recherche. Et ça va vous donner non seulement les vaccins qui sont recommandés pour la région où vous allez, mais on va retrouver aussi toute une mine de conseils, notamment des conseils en termes d'hygiène alimentaire, pour éviter de se gâcher les vacances de façon relativement inutile, ou bien des conseils pour éviter de contracter des maladies parasitaires. On a aussi vu cet exemple-là. Parasite, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle peut-être vous ouais. aussi un traumatisme, c'est entre nous, hein, on reste entre nous. On a tous vu en deuxième année de médecine, quand nous faisions nos débuts, une photo, je vais vous montrer cette photo, une photo d'un verre, un petit verre qui se développe sous la peau et qu'on doit enlever avec un petit bâtonnet autour duquel on enroule le verre, qui fait plusieurs mètres et qui s'infiltre sous la peau. C'est une maladie qui s'appelle la filaire de Médine, qui est liée à un parasite qui s'appelle la dracunculose. D'où le nom de je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais c'est fréquent? Alors en fait, c'est devenu extrêmement rare, mais ça nous a tous marqué parce que cette idée qu'il faut retirer le verre très progressivement, je pense que c'est relativement traumatisant, mais au moins on est tous informés du fait qu'il y a des maladies parasitaires. Alors ces maladies parasitaires, elles sont bien plus fréquentes, celles auxquelles on fait allusion, et il faut s'en prémunir quand on part justement dans des pays où ces parasites se trouvent. Et par exemple, au Kenya, si vous souhaitez y aller, vous allez voir que c'est une zone impaludée, comme on le disait tout à l'heure, donc avec du paludisme, et que dans ces cas-là, il est conseillé de prendre un traitement, c'est-à-dire une chimioprophylaxie, comme ça a été décrit, pour éviter de contracter le paludisme, ou pour en tout cas détruire le parasite si jamais on était piqué par un moustique. Donc la chimioprophylaxie, ça c'est un médicament, on a parlé. Il y a d'autres techniques, je crois que on peut contracter le paludisme, comme d'autres d'ailleurs maladies, par l'intermédiaire d'un moustique. Et donc toute la prévention va reposer non seulement sur les médicaments, mais sur la prévention des piqûres de moustiques, ce qui protégera non seulement contre le paludisme, mais contre les autres maladies éventuelles auxquelles vous faites référence, pour lesquelles il n'y a pas toujours de chimioprophylaxie. Alors pour éviter de se faire piquer par les moustiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a plusieurs solutions. On peut par exemple porter des vêtements longs, ou bien on peut utiliser par exemple une moustiquaire. Ah, la moustiquaire. Vous avez amené ce magnifique... Mais attendez, vous partez en... Vous mariez? Alors effectivement, c'est un joli voile de mariée, pourquoi pas. Mais si vous partez en voyage de noces dans une zone où il y a des moustiques, parce que ça ne vous protégera pas que du palu, mais de toutes les maladies qui sont véhiculées par les moustiques, et bien effectivement, l'idée c'est de dormir sous la moustiquaire, c'est-à-dire d'entourer vraiment totalement l'endroit avec le voile. Très élégant. Très élégant, très romantique, très joli. Par ailleurs, très bien d'accord. Mais ça, c'est seulement quand on part à l'étranger. En France, est-ce qu'on peut être aussi attaqué par des moustiques on n'aime pas les moustiques, mais des moustiques qui nous contaminent par des parasites ou des bactéries? Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de dormir avec la moustiquaire en France, mais ce qui est vrai, c'est que sur ces dernières années, on a vu l'installation du moustique tigre en France, notamment tout le sud de la France maintenant est concerné. Et c'est un moustique qui potentiellement pourrait transmettre certaines maladies infectieuses.
Actuellement, il n'y a pas encore de cas endogènes, c'est surtout des moustiques qui sont venus avec des patients qui sont revenus de zones contaminées, mais malheureusement, il est très probable qu'un jour, ces moustiques pouvant transporter ces maladies-là, on aura des cas de Zika ou de dengue endogènes en France via les moustiques tigres. Merci beaucoup Flore, merci beaucoup Madame Benjeloud d'avoir été avec nous. On a vu comment se prémunir contre un certain nombre d'infections. Vous remarquerez qu'on n'a même pas pu parler aujourd'hui des MST en détail, hein, des maladies sexuellement transmissibles. On en fera toute une émission et on se retrouvera certainement pour pas mal d'informations et de données scientifiques. D'ici là, je vous souhaite d'excellents visionnages, à la fois sur Internet, sur le site de l'université, sur les réseaux sociaux, avec l'émission et plus. À très bientôt. Au revoir.